33. D'accord, c'est le bonnet. Les deux autres fauteuils, ils se... Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Je pense que le général invente le rôle de la télévision dans une campagne présidentielle sans le faire exprès. Il invente l'élection présidentielle au suffrage universel, pas pour lui. Il dit que lui, il a la légitimité historique, qu'il n'a pas besoin de cela, mais que c'est pour ses successeurs qu'il faut créer une élection présidentielle au suffrage universel. Donc il invente le mode de scrutin, pas pour lui. Il se trouve qu'il est finalement le premier candidat en 1965. Il ne s'occupe pas non plus de l'organisation de la campagne télévisée. C'est son ministre de l'Information, Alain Peyrefitte, qui va le faire. Mais Alain Peyrefitte, croyant interpréter la nouveauté, fait une chose inouïe par rapport à l'époque, c'est qu'il dit tout le monde aura droit au même temps de passage. Nous avons créé entre nous un dialogue. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Toute l'opposition avait été maltraitée par la télévision, à la fois sous-représentée, peu invitée et caricaturée. Donc il y a eu un effet de surprise en 1965 quand, pendant la campagne officielle, on a vu apparaître des gens qui n'étaient pas les sauvages qu'on décrivait. Sans l'avoir fait exprès, De Gaulle a inventé cette puissance incroyable de l'apparition de la télévision dans la campagne présidentielle. Le deuxième tour de 65, c'est le premier duel dans l'esprit des électeurs. Il n'y a pas de débat et on ne peut pas imaginer que le général de Gaulle accepte un débat avec qui que ce soit. Mais en même temps, oui, pour les téléspectateurs, il y a cette idée. Pour la première fois, on a un face-à-face de Gaulle et la gauche. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Et en effet, il y a, je crois, dans la comparaison de Gaulle-Mitterrand, en même temps, deux personnages télévisés qui, non pas directement dans un débat, mais d'une émission à l'autre se répondent. On en parlait beaucoup. Et même quand ils n'avaient pas la télévision, ils en parlaient entre eux. Et puis il y avait les postes de télévision dans les cafés, qui étaient une grande mode à l'époque, une grande nouveauté quand même. Ça créait un phénomène collectif incontestablement. Charles de Gaulle, 12 868 661, soit 55%. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions traiter quelques sujets de politique intérieure et extérieure, et c'est pourquoi j'ai demandé à M. Suffert et à M. Salbert de bien vouloir m'interroger sur ces questions. Écoutez, moi j'ai l'impression quand même que les questions de politique intérieure sont plus importantes pour les Français, enfin qui sont davantage concernés par les questions de politique intérieure, donc je pense qu'il est normal que ce soit M. Suffert qui tire le premier, non? Eh bien, si vous voulez. Mais, monsieur, une première question. Si vous êtes élu... Écoutez, je vous demande pardon, monsieur Suffert, de vous couper, mais je voudrais d'abord dire quelque chose, et sur un sujet auquel je crois il vaut mieux que je ne vous mêle pas, étant donné que vous êtes journaliste. Je voudrais dire un mot des changements récents d'attitude de monsieur Poher. Donc on se rappelle peu de cette campagne Pompidou-Poher.
Exagérément parce que Jacques Duclos avait baptisé ça blanc-bonnet et bonnet blanc. En réalité, il n'était pas tellement semblable. En réalité, Georges Pompidou est resté accroché au gaullisme et sa référence était le gaullisme, tandis que la référence de Poher était le centrisme. Le débat n'a pas laissé n'a pas eu une grande influence et n'a pas laissé un souvenir quelconque, d'autant qu'il n'y a pas eu de débat au sens où plus tard nous en connaîtrons. Pompidou est mort. C'est par ces 3 mots que nous avons appris à 21h58, très exactement, par un flash de l'agence France-Presse, que le président de la République était décédé. L'élection de 1974, elle est quand même très particulière parce qu'elle est complètement impromptue. Tout le monde savait, tout le monde voyait que Georges Pompidou était malade. Personne ne pensait qu'il était menacé de mort à court terme. De ce fait, ça a été la campagne présidentielle la plus courte de l'histoire, qu'on n'a jamais connue. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. On avait l'impression, et c'est une impression d'ailleurs durable et qui a correspondu à la réalité, que la page d'un certain gaullisme était tournée. Valéry Giscard d'Estaing était très jeune, c'était le plus jeune des candidats. Valéry Giscard d'Estaing a été bon d'emblée, avec son style un peu, qui est le sien, qui peut de temps en temps être un peu monarchiste, et ce qui lui a été aussi reproché. Enfin, face à la télévision, il a été d'emblée excellent. Il sait que passer à la télé, c'est pas seulement défendre des arguments, mais c'est aussi avoir une posture de séduction. J'ai dit que pendant cette campagne, je voulais regarder la France au fond des yeux. La France, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de toutes celles et de tous ceux qui habitent, qui grandissent, qui travaillent, qui vieillissent sur notre sol. Et donc pour moi, la France, c'est chacune et chacun d'entre vous. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Je dirais à mon tour, le gaullisme est un bloc. Comme tout bilan, il présente un passif, il présente un actif, mais c'est un héritage qui n'a pas d'héritier. C'est le premier débat, et donc il a, le débat de 74, cette espèce de vertu de l'histoire. Voilà, il est celui qui a marqué dans l'histoire électorale française le premier débat. C'est un débat gauche-droite, et c'est encore pleinement, parce qu'il n'y a pas de règles, personne ne se méfie, on ne sait pas que la façon dont sont réglées les caméras, les lumières, les micros, tout ça peut influencer les gens. Il y a là un moment magique parce qu'il est historique. Voilà, c'est le mythe. Ce débat de 74, c'était, voilà, maintenant, on ne peut plus rapter la télévision pour une cause. Voilà. Même avec le monopole, la télévision appartient aux Français, c'est ça que veut dire le monopole, et elle n'appartient pas à la majorité, ce qui était une façon de détourner effectivement le monopole. J'ai trouvé que, oui, 74, ça a été sûrement une grande date pour le journalisme politique, et je dirais, sans avoir de grands mots, pour la démocratie. Ça a été un changement d'univers politique. Le fait que l'élection, non pas se jouer là, mais se dérouler là, devant tous les Français qui avaient la télévision, et que chacun des hommes politiques prenait un type de risque qu'aucun de leurs prédécesseurs n'avait jamais pris auparavant en France. Donc c'était d'une certaine manière l'inauguration d'une forme de ce qu'on appellerait aujourd'hui démocratie participative. Bon, et c'était ressenti comme ça, donc c'était très dramatisé avant. Au studio 101, les 2 présentateurs attendent leurs invités. Les photographes guettent la poignée de main des 2 candidats qui reçoivent quelques indications techniques du réalisateur Roger Benhamou. Quand cette émission a eu lieu, il y avait d'abord une vraie tension avant, une vraie tension chez tout le monde. Il y avait une vraie tension chez les 2 participants, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Il y avait une vraie tension chez les journalistes, il y avait une vraie tension chez les techniciens, il y avait une vraie tension chez tous ceux qui s'étaient engagés à ce que ça se passe honnêtement. Mesdames, Messieurs, le débat entre les 2 candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection. C'est donc un grand événement
sans précédent à la télévision française. Je me suis retrouvée comme médiateur avec Alain Duhamel, qui dirigeait les grandes émissions politiques. Et je crois qu'à l'époque, c'était les Trois Vérités. Et c'est les Trois Vérités qui avaient été à l'initiative de ce grand débat entre les deux candidats restant en lice pour le deuxième tour. Nous, on a été voir les principaux candidats, et puis on leur a dit qu'on était prêt à organiser le débat. On leur a dit aussi qu'on voyait les autres principaux candidats, et pour dire les choses comme elles sont, on disait un peu à chacun des grands candidats que les autres grands candidats, eux, avaient déjà une réaction de principe favorable. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a eu vraiment affaire à des délégations avec les techniciens, les juristes, les politiques, et tout ce monde-là cherchant à nous tenir en main, en particulier à obtenir la garantie que ce serait un débat équilibré dans la durée du temps de parole de chacun, vivant de préférence, mais que les journalistes, surtout pas, n'avaient pas le droit de s'en mêler, d'interrompre, de relancer, ou de faire quoi que ce soit qui pourrait, à un moment donné, constituer, même involontairement, une aide pour l'un ou un handicap pour l'autre. Et moi, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était mieux de dire carrément les choses devant les gens. Comme vous nous l'avez demandé, nous nous interdirons naturellement de poser quelques questions que ce soit à l'un d'entre vous. Voyez-vous, le changement sans risque dont vous avez parlé, il est sans risque naturellement pour des gens comme vous. Mais pensez maintenant... Qu'appelez-vous, M. Mitterrand, des gens comme vous? C'est-à-dire à des gens qui appartiennent à une certaine caste sociale, qui n'ont pas en effet à se trouver affrontés, comme le sont la plupart des femmes et des hommes qui ont voté pour moi. M. Mitterrand, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Des problèmes, je vous en prie. Nous représentons, je vous interromps, nous représentons l'un et l'autre nos électeurs. Nous représentons nos électeurs. Exactement. Je représente des électeurs qui sont aussi modestes que les vôtres, et qui m'ont apporté leur confiance dans les mêmes conditions. Dans ce cas-là, je ne veux pas vous laisser, parce que, en effet, c'est une présentation très habile. Que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Alors je crois que la troisième époque de notre histoire, je parle de l'avenir, M. Giscard d'Estaing. Oui, mais vous parlez de l'avenir en prenant sur mon temps, M. C'est précisément, vous aurez le temps d'en finir. Non, c'est important, j'ai beaucoup de choses à dire, ce que vous venez de dire. C'est de répartir plus justement les fruits de l'effort national. Mais je suis sur ce point... Et c'est là que j'engage ma candidature. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblés derrière moi, et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon, si blessante pour les autres. On ne peut pas imaginer une seconde que ça lui est venu là comme une espèce de miracle d'intervention. Donc tout ça est évidemment préparé, mais c'est fait avec un grand naturel. Giscard a cette capacité de suggérer le naturel. C'est un bon élève qui sait être un bon élève avec talent et naturel. Mitterrand, il fait encore un tout petit peu sérieux, un tout petit peu peur à ceux pour qui, en France, la gauche n'est pas encore une alternance normale au pouvoir. Comme il disait lui-même, il s'est désuni au milieu de l'émission. Au milieu de l'émission, il y a eu une espèce de ventre mou, comme ça existe souvent, et lui-même a pensé à autre chose, et c'est à ce moment-là qu'est tombé le monopole du cœur, et donc il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Valéry Giscard d'Estaing, qui était très entraîné à la télévision, qui avait beaucoup de confiance en lui-même, est arrivé en sachant où il voulait mener François Mitterrand. Moi, je ne le savais pas avant, mais je l'ai compris pendant. Il avait quand même l'idée d'essayer de le montrer comme archaïque, ce qui n'était pas facile dans la mesure où, d'une certaine manière, le co-sortant, c'était Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, qui avait été associé aux majorités en place, qui avait été beaucoup au gouvernement, mais il est arrivé à donner le sentiment que le petit jeune, que le nouveau, que le différent, que le novateur, c'était lui. Alors M. Mitterrand part d'un raisonnement. Sur le passé, j'aurais préféré, je lui dis, que nous parlions de l'avenir. Je n'arrive pas à le faire parler de l'avenir. C'est impossible, il parle toujours du passé. Vous cherchez à égarer cette discussion sur le passé.
Les Françaises et les Français ne veulent pas refaire l'élection de 1965. Ils veulent faire l'élection de 1974. Il est impossible avec vous d'avoir un débat sur l'avenir, c'est impossible. C'est un débat de contentieux sur le passé. Vous êtes un homme qui est lié au passé par toutes vos fibres, et lorsqu'on parle de l'avenir, on ne peut pas vous intéresser, en tout cas vous n'acceptez pas de porter le débat sur ce terrain. C'est le seul qui m'intéresse. Ma conclusion, c'est ceci. Ce qui m'a frappé, ce qui me frappe dans ce débat, M. Mitterrand, je vous le dis très simplement, c'est que vous êtes un homme du passé. C'est ce qui m'a frappé. J'aurais souhaité que nous parlions de l'avenir. J'aurais souhaité 3 fois. Je ne peux pas parler de l'avenir avec vous. On a l'impression que l'avenir, ça ne vous intéresse pas. Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est cela qui m'intéresse. Vous êtes un homme du passé. Toutes vos évocations à propos de ce que je propose, c'était le passé, c'était 1969, c'était 1962, c'était 1945. On a l'impression que vous ne voulez pas regarder l'avenir de la France, et si vous ne voulez pas le regarder, M. Mitterrand, vous ne le conduirez pas bien, cet avenir. Ont obtenu, M. Valéry Giscard d'Estaing, 13 165 000 suffrages, soit 50,71%. M. François Mitterrand, 12 791 000, soit 49,28%. Le débat a eu un impact immédiat dans nos sondages de l'ordre d'1,5 point. Ah, 1,5 point, c'est pas la France qu'on bouleverse, hein, mais dans une élection qui va se jouer très proche de 50-50, hein, c'est le raisonnement économique au coût marginal, c'est peut-être ce qui fait déplacer le plateau de la balance. C'est moins important qu'on le dit, parce que tout ne se fait pas au moment du débat. Faut pas exagérer. C'est pas là que se fait l'élection, c'est pas un débat qui fait l'élection. Mais c'est plus important qu'on ne croit pour jauger un homme, pour le sentir, pour voir sa capacité de réaction, voir sa capacité d'encaisser les coups. Mitterrand se considère comme catastrophique en 1974. Il n'avait pas complètement tort. Puis il n'était pas du tout familier de l'outil télévision. Il considérait que c'était un œil noir, il appelait ça l'œil noir, qui le terrifiait. Voilà, vous êtes là devant la télévision et il faut parler à 10, 12, 15, 18 millions de gens. Et vous êtes tout seul. Vous voulez parler de choses précises. Vous disposez d'un temps limité. Le secret, tout le monde le sait, c'est d'être soi-même. C'est très difficile d'être soi-même à travers le tamis de ces machines, de ces journalistes, de ces personnes. Toute cette mécanique énorme qui fait qu'on est dans un studio, qu'il y a des gens qui vont, qui viennent, qui passent, et de telle sorte que à tout le monde l'attention est attirée par ailleurs. Bref, on n'est pas dans des conditions naturelles pour être soi-même. Chaque fois qu'on faisait des émissions ensemble, le fait qu'on dise par exemple avant les directs 5, 4, 3, 2, 1, antenne, il détestait ça, il trouvait ça chirurgical, il trouvait ça pas humain. La télé, ça se prend au sérieux, comme l'affichage, comme le marketing politique, et que l'aboutissement, d'une certaine façon, c'est lorsque, en 1981, François Mitterrand, dans son organigramme officiel de campagne électorale, met à la tête de la communication Jacques Séguéla. François Mitterrand avait compris avec beaucoup d'avance sur tous les politiques et tous les journalistes qu'il ne s'agissait plus d'opinion publique, mais d'affection publique. Bonjour. La politique, ce n'est pas seulement des chiffres, des statistiques, des pourcentages, des raisonnements ou même des ambitions. C'est aussi et surtout comment vivent les gens. Françaises, Français, mes amis, vous vous préparez à élire votre président de la République. Mon rôle dans cette campagne est d'éclairer votre choix. Monsieur François Mitterrand propose à Monsieur Giscard d'Estaing un face-à-face télévisé, mardi prochain, 5 mai, à 20h. Et il y a ce sentiment, ce coup-là, tout est possible. Et c'est peut-être là, de ce qu'on va regarder en direct, que va dépendre l'issue des urnes. On commence à se dire, si vraiment, en 1974, les sondeurs nous disent, il y a eu, entre avant le débat et après le débat, 1,5 point de changé, ça veut donc dire qu'une élection peut se perdre ou se gagner
dans un débat télévisé. Et à partir de là, méfiance. Bien sûr, on espère toujours le gagner, mais on pourrait le perdre. Et donc il faut tout mettre sous contrôle pour essayer de faire en sorte que on ne risque pas de le perdre pour des raisons bêtement techniques ou humaines qui tiennent à un non-contrôle du débat. Donc c'est l'apparition, avec Serge Moati, et ça va croître et embellir au fil des années, de professionnels qui vont faire attention aux éclairages, à tout ce qui peut, au champ contre champ, aux possibilités de plan de coupe, à tout ce qui pourrait éventuellement nuire à leur candidat. D'accord, mais il va y avoir des grandes... Oui, mais plan sur plan, tu sais bien que c'est pour ça. Plan sur plan, c'est dangereux. Parce que si t'es un peu sur le côté... Bon, alors dans ce cas-là, on va voir avec la commission de contrôle jusqu'à quelle valeur il faut faire et à quelle valeur... On voulait neutraliser le débat, on voulait le rendre, moi je disais démocratique. C'est-à-dire, au fond, lui enlever les possibilités de dérapage. Il est évident qu'un plan de coupe, par exemple, ça a l'air de rien, mais un plan de coupe peut ridiculiser l'argument de l'adversaire. Évidemment. Si, par exemple, moi, je vous raconte un truc, et vous avez en face, en plan de coupe, quelqu'un qui fait... je sais pas quoi, ça rend le truc ridicule. Alors, j'expliquais ça à Mitterrand, moi, de mon côté, en disant, attention, le plan de coupe, c'est un truc dévastateur. C'est aussi important à la télévision, ce qu'on dit, que la façon dont on écoute ce qu'on dit. On érige des séries de règles pour rendre le débat très rigide, très codifié, très 21 règles, je sais pas quoi, enfin un truc énorme. Ça passe de l'emplacement des micros à la valeur des plans, à l'absence de plan de coupe. Enfin, on rend le truc imbitable. On rend le truc, mais un cauchemar, quoi, de télévision moldoslovaque dans les années 50. Enfin, un truc, bon. Et il craignait tellement que ne se reproduise l'histoire de 74 que, moi, de mon point de vue, c'est-à-dire technique, je dis voilà ce qu'il faudrait faire pour rendre les choses à peu près équitables. Et Badinter, avec son génie juridique, trace le contour juridiquement. Et on va négocier avec la partie adverse. Et à notre grand étonnement, ils disent OK sur tout. Les 21 points. Ou les 18, je ne sais plus. Vraiment. On s'est dit, mais alors là, ils sont vraiment très forts, ceux-là, parce qu'on s'attendait à être toqués dès le 3e point. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui parlent de la valeur des plans, de si on est filmé comme ça, c'est pas comme ça, on est filmé comme ça. Enfin, ce que je pense. On ne dit pas la même chose quand, par exemple, si vous êtes assis là et que je vous regarde comme ça, c'est pas la même chose que si vous êtes plein cadre et je regarde la caméra. Moi, je sais ça. Et à l'époque, on ne savait pas ça vraiment dans les débats télévisés. Et on comprend après, parce qu'il y a eu plein d'indiscrétions, d'autre côté, c'est qu'ils étaient tellement sûrs que Giscard était meilleur que Mitterrand, qu'ils acceptaient tout. Ils prenaient ça pour des caprices, etc. Alors ils nous ont brocardé dans la presse sur le thème de ils veulent rendre le débat, ce qui n'est pas faux, ils veulent rendre le débat très ennuyeux, etc. Oui, on voulait rendre le débat assez ennuyeux pour le neutraliser. François Mitterrand ne voulait pas de journalistes catalogués, journalistes de télévision, parce que il avait reproché pendant toute sa campagne à la télévision d'être partial. Donc il ne voulait pas de journalistes de télévision et il a envoyé donc une liste des journalistes qu'il souhaitait, parmi lesquels Valéry Giscard d'Estaing, qui ne voulait pas lui choisir, qui ne voulait pas dire les journalistes de la télévision sont mauvais, vu qu'il régnait sur la télévision, a dit je prends les 2 premiers par ordre alphabétique. Giscard a choisi de cette façon qu'il voulait aléatoire, en quelque sorte, et qu'il était, mais c'est tombé sur moi. Il arrive à la maison de la radio. Moi, je suis enfermé dans la maison de la radio depuis le matin tôt. Et il arrive genre 1 heure avant que le débat ne commence. Et l'ambiance est à couper au couteau. À un moment, on se retrouve tout seul dans la salle de maquillage. Tout seul. Il est devant les miroirs avec les ampoules nues, là, comme un comédien avant d'entrer en scène. Moi, je suis derrière lui, comme ça. On ne se disait pas un mot. Pas un mot. Et je ne sais pas ce qui me prend. Le diable se niche dans les détails. Et je lui parle de mon père. Pourquoi est-ce que mon père vient visiter comme ça cette salle de maquillage, etc. Mon père qui est mort depuis longtemps. J'étais un jeune orphelin.
et qui était un militant socialiste. Bon. Et je lui dis, vous savez, je pense à mon père qui aurait été fier que je sois là avec vous, comme ça. Il est mort il y a tellement longtemps. Et vraiment, je crois que vous parlez pas seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Je sais pas ce qui me prend. Bon. Et je vois le visage de Mitterrand dans la glace, là, est complètement ému. Complètement ému. Il me dit, c'est bien que vous me parliez de votre père comme ça. Mais bien sûr qu'on ne parle pas que pour les vivants. Et là, il y a eu quelque chose de très très fort. Très très fort. À ce moment-là, il est moins 10, enfin X moins 10, J moins 10. Une foule arrive dans le truc, etc. Et on trouve notre Mitterrand défait dans la glace. Et moi, très ému, parce que des fantômes avaient rôdé autour de nous, comme ça, etc. Et je suis pris à part par les conseillers. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Regarde dans quel état il est, etc. Je dis, je m'excuse, j'ai rien fait. Et il entend ça, Mitterrand, et il dit laissez Serge tranquille, vous n'avez pas à lui parler comme ça. Il m'a dit la seule chose qu'il fallait me dire. Pour moi, j'étais très bouleversé qu'il ait pensé à dire ça. C'est la seule chose qu'il fallait me dire. Parce que j'avais senti, très précisément, enfin, qu'il fallait le traiter à ce moment-là avec de cœur à cœur et de mémoire à mémoire. Et au fond, j'avais employé des choses qui sont de l'ordre du metteur en scène de fiction par rapport à un acteur. C'est-à-dire ne jamais parler de la situation qu'on va affronter, mais parler d'une façon détournée de quelque chose d'émouvant, c'est-à-dire de revenir au centre des choses. C'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça veut dire être dans un débat aussi important. Nous avions l'impression surtout qu'en arrivant au studio, il ne fallait pas croiser avant aucun des candidats. Mais surtout pas être en mesure de leur adresser la parole, parce que nous avions peur d'être soupçonnés de leur dire l'ordre ou une question piège. Donc je me rappelle, à la cabine de maquillage, j'entre dans la cabine de maquillage, j'étais déjà maquillée, et Mitterrand était là. Et j'en suis sortie précipitamment, ça a beaucoup fait rire après par la suite. Et j'ai dit, ah non, mais j'ai pas le droit de vous parler, j'ai pas le droit de vous parler, il faut surtout pas que je vous parle. Et en me retournant, je suis tombée sur Giscard. Et il m'a dit, j'espère que vous n'avez pas le droit de lui parler à lui aussi. Et voilà. Débrouillez-vous, je ne veux pas lui serrer la main, à Giscard. Voilà, c'est genre mission impossible. Comment on fait ça? Comment vous ne voulez pas lui serrer la main? Et pourquoi, je peux me permettre? Il me dit, parce qu'on ne peut pas détester un homme dont on vient de serrer la main. Ce qui n'est pas idiot. Mais là, alors là, je découvre un autre Mitterrand que je ne connaissais pas. Alors je dis, mais comment on va faire ça? Moi, je ne sais pas. Je sais pas, là j'avoue, je ne sais pas. Il me dit, ben, vous marcherez tout le temps devant moi et vous l'empêcherez de m'approcher. Scène ridicule, j'avance dans le truc, mais scène ridicule, parce qu'il faut voir nous arrivant devant la meute des photographes et machin comme ça, et moi me mettant comme ça devant lui, et Giscard faisant ce qu'il a à faire, c'est-à-dire me poussant, en disant s'il vous plaît monsieur, me poussant, il avait absolument raison de le faire, hein, et serrant la main de Mitterrand, et je vois toujours l'œil noir de Mitterrand, genre on est trahi par les siens, bien sûr, c'est toujours comme ça. On a vraiment le trac, hein. On a vraiment le trac. Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand. Ce débat a été organisé par la commission de contrôle avec l'accord des représentants des deux candidats. Il sera dirigé par deux journalistes choisis d'un commun accord, Michel Cotta, journaliste à RTL, et moi-même, Jean Boissonnat, journaliste à l'Expansion et chroniqueur à Europe 1. Moatti a choisi des plans où Mitterrand était très présent, plein cadre, et même le front coupé et la mâchoire coupée aussi, hein, ça. Tandis qu'au contraire, Giscard a été pris de plus loin. Je pense qu'un réalisateur soulignait l'élégance de Giscard, pendant que l'autre soulignait la présence de Mitterrand. On avait affaire quand même à deux très grands professionnels, l'un qui se sentait plus fort que l'autre, et ça a été sa faiblesse d'ailleurs, puisque je crois que Valéry Giscard d'Estaing se croyait beaucoup plus fort que François Mitterrand à la télévision. Ils ont fait à peu près jeu égal ce jour-là. Par rapport à celui de 1974,
il y avait quand même 3 grandes différences. La première, c'est qu'entre-temps, François Mitterrand avait appris la télévision. C'est un François Mitterrand bien meilleur, ayant beaucoup plus confiance en lui-même, et au fond, ayant franchi psychologiquement et techniquement à la télévision une grande étape qui arrivait en 81. Il était bien meilleur. Bon. Et si vous n'imaginez pas ce que sera, à partir de lundi prochain, l'état d'esprit de la France, sa formidable volonté de changement, alors c'est que vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans ce pays. La deuxième chose, c'est que Valéry Giscard d'Estaing était le sortant. Et que non seulement il était le sortant, mais qu'il était le sortant attaqué par tout le monde. Le thème de l'époque, c'était seul contre tous. Hein. Il était attaqué par tous les autres candidats, et Jacques Chirac, qui était théoriquement de son camp, n'était pas le dernier à l'attaquer. Vous trompez nos concitoyens lorsque vous prétendez avoir une majorité. Ce que j'ai dit tout à l'heure de la pensée exprimée de M. Chirac au sujet de votre septennat, la dureté de ses propos, le sentiment de votre échec, et que le changement de politique nécessaire devrait entraîner un changement d'homme, et donc un changement de président. Puis la troisième chose, que dans les histoires politiques, on a beaucoup tendance à sous-estimer, alors que c'est quand même ça largement la clé, c'est que l'élection de 1974 avait eu lieu à une période où les Français avaient confiance en eux-mêmes, confiance dans la France, étaient optimistes et étaient habitués, même s'ils venaient d'avoir la première crise pétrolière, ils étaient habitués à voir l'avenir de façon positive. En 81, ils ont au contraire, si j'ose dire, assimilé l'idée qu'on était en crise et identifié le gouvernement et le président à la crise. Lorsque vous disiez un certain nombre de signes qui ne trompent pas, montrent que le creux de la vague est derrière nous, le 4 décembre 1975. Vous vous êtes toujours trompé. Et comment imaginer que vous pourriez faire demain, si vous étiez réélu, ce que vous n'avez pas su faire au cours d'un premier septennat? Giscard m'a regardé, pas du tout agressif, en me disant qu'est-ce que je peux répondre, avec l'air de dire qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, qu'est-ce qu'on peut répondre à ce qu'il pensait être une telle démagogie. Donc il m'a regardé, vous voyez, un peu. Et le fait qu'il me regarde comme ça, qu'il me prenne à témoin du fait qu'il ne trouvait pas d'arguments, je me suis dit, tiens, là, il a conscience de perdre. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Monsieur Giscard d'Estaing sort le premier, très rapidement, sans s'arrêter. Il salue simplement les journalistes, mais refuse de faire quelques commentaires que ce soit sur le face-à-face. Est-ce que le débat était émouvant pour les deux candidats, compte tenu de l'enjeu? Pour moi, il l'était, c'est sûr. Il était sur beaucoup de plans. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Estimation C2 et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Clairement, en 88, ces deux-là ne s'aiment pas. Ils ont dû se fréquenter quasi quotidiennement, en tout cas au moins 2 fois par semaine pendant les 2 ans qui ont précédé. Mitterrand, clairement, n'a pas d'estime pour Jacques Chirac, et Jacques Chirac déteste le genre de personnage qu'a toujours été Mitterrand. Il me demande d'être là en 88, je suis là en 88. Il me dit, vous savez pourquoi je vous appelle? Non, je sais pas. On était un peu en délicatesse en plus en 88. Parce que j'avais quitté France 3, j'avais démissionné, ça, il n'était pas content, enfin, bon, on était moins proches. Et vous savez pourquoi je vous appelle, non hein, parce que vous m'avez porté bonheur en 81, je voudrais que vous me portiez bonheur à nouveau en 88. Et dans ces cas-là, on ne discute pas. Que le duel de 88 a été le duel le plus teigneux, le plus dramatisé, le plus personnalisé aussi. Et là, on a eu en quelque sorte je dirais, la représentation théâtrale finale de ce qui était une cohabitation vindicative.
reproduit en 88 le même entourage juridique et technique de 80. Ça fait jurisprudence, on appelle ça jurisprudence. C'est-à-dire maintenant, bon, on reproduit. L'équipe de Chirac accepte. Une des réunions préparatoires des débats, il me dit je veux un débat assez digne, d'accord, mais pas complètement spectaculaire. Enfin, je lui dis vous voulez dire assez ennuyeux, quoi. Il me dit oui. Je dis monsieur le Président, vous avez affaire à un expert. Je suis vraiment le spécialiste du débat ennuyeux. La réforme constitutionnelle, le rôle du président, la Nouvelle-Calédonie, les communistes. À pas revenir sur le passé, vous pouvez le faire si vous voulez. Les deux n'arrivent pas à choisir et ils finissent par choisir le directeur de l'information de la 1 et le directeur de l'information de la 2. Et donc ça tombe sur moi qui étais directrice de l'information de la 1 et Élie Vanier qui était directeur de l'information de la 2. Les deux hommes se voyaient avant le Conseil des ministres chaque mercredi, etc. Et la presse plutôt racontait que Mitterrand en imposait à Chirac, qui le tenait dans les yeux, comme ça, etc. Et j'étais allé le voir à l'Élysée et je lui ai dit à quelle distance il se met, Chirac, en face de vous. Et je bouge ma chaise. Il me dit là. Alors je sors un décamètre, enfin un truc. Et là, vous le sentez bien dans votre regard? Oui, très exactement. C'est exactement là, il se tient. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce qu'il paraît que vous le sentez bien dans ces là. Mais oui, il me dit, là, c'est comme ça que je le vois. Très bien, et ben on essaiera qu'il soit, je m'engage, à ce qu'il soit exactement à ce nombre de centimètres près. J'avais une raison, moi, de dire ça. C'est parce que je savais qu'il l'intimidait comme ça. Et puis, toujours la même histoire. Chirac et Giscard étaient des hommes grands et à l'aise face à un Mitterrand qui est petit et un peu coincé. Donc, il fallait absolument qu'il y ait de l'intimité. Pour nous, c'était capital. Ce qui apparaît, évidemment, c'est que l'un est jeune et fringant, et, bon, que l'autre est beaucoup plus mûr, beaucoup plus rassis, mais que lui... Il a le temps de voir venir. La vie est un long fleuve tranquille pour Mitterrand. C'est pas encore un long fleuve tranquille pour Jacques Chirac à l'époque. Et il restait quelques minutes avant le début de l'émission. Donc on leur a dit, messieurs, il faut tirer au sort pour savoir qui commence. Alors, quelqu'un a sorti une pièce de sa poche et a tendu la pièce à Michel Cotta. Et Michel a dit, non, moi je ne tire pas au sort. Alors on m'a tendu la pièce, j'ai dit, non, moi non plus. Alors il y avait là une jeune femme, responsable de production, qui était sur le plateau, et on lui a donné la pièce en lui disant, c'est vous qui tirez au sort. Alors elle a hésité un moment et elle a dit pile, c'est Monsieur Chirac qui commence. Elle a lancé la pièce en l'air, elle est retombée sur la table et elle a regardé la pièce, elle l'a retournée et elle a dit mais je sais pas ce que c'est. Alors Jacques Chirac a pris la pièce, il a regardé, il a retourné, il a dit avec ces pièces modernes on sait jamais ce qui est pli et ce qui est face. Le truc, c'était que, en ce qui me concerne moi, c'était comment un président qui a déjà vécu une cohabitation, qui a ça, doit montrer qu'il est, c'est lui qui dirige la France, vraiment. Et qu'il associe Chirac non pas comme un concurrent, mais comme un type avec qui il a mené l'action politique comme Premier ministre. C'est tout le truc du débat de 88. Ne pas le considérer comme un chef de l'opposition, mais comme un type avec qui on a fait la politique. Que ne l'avez-vous dit avant, votre désaccord? Vous savez, quand les gens sont nerveux, de temps en temps, ils ont le genou, la jambe, vous savez, et là, nous sentions que Chirac était si nerveux que son mouvement de jambe se répercutait sur la table. Et donc, la table tremblait un peu, et voilà, donc il était très, très nerveux. D'une certaine façon, tout est joué dès les premières minutes, parce que dans cette espèce de façon de se jauger, hein, je te donne un coup d'épaule, et c'est moi qui te donne le bon coup d'épaule, tout est dit. Voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, ce que vous dites là, vous l'avez répété 100 fois. Vous disiez, il n'y a pas d'incertitude. Il y en a une, Monsieur le Premier ministre, une très grave, la plus difficile à franchir, c'est votre élection. En tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité, ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats
à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. C'est une façon de se foutre de lui terrible, et ce qui a effectivement déjà désarçonné Jacques Chirac. Et puis c'est surtout autour de l'affaire Gorgi, puisque c'était à ce moment-là le nœud de l'affaire, où les relations entre les deux se sont brutalement envenimées. Mais est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgi, que nous avions les preuves que Gorgi était coupable de complicité ou d'action dans les actes précédents, alors que je vous ai toujours dit que cette affaire était du seul ressort du juge, que je n'arrivais pas à savoir, ce qui est normal compte tenu de la séparation des pouvoirs, ce qu'il y avait dans ce dossier, et que par conséquent il m'était impossible de dire si véritablement Gorgi était ou non impliqué dans ces affaires. Et le juge en bout de course a dit que non. Peu importe la chose, je regrette d'avoir à développer un élément de notre conversation, mais pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Et là, à partir de là, nous avons laissé, parce que c'était un grand moment de télévision, se dérouler la confrontation en se demandant si, effectivement, à un moment donné, l'un n'allait pas se lever et dire à l'autre « vous êtes un menteur ». Pendant qu'il parle à la télévision, il y a le terrorisme autour. Donc la situation autour était très violente. Donc le débat rend compte de cette violence-là. Politiquement, j'estime que l'État RPR est un grand danger. Il est ressenti par beaucoup d'autres que par moi. C'est l'accaparement de l'État. La vérité, c'est que je l'ai senti un peu trop écrasant. Et que je ne savais pas quel effet ça aurait sur les téléspectateurs. Mais bizarrement, Jacques Chirac aurait pu exploiter ça. S'il avait été à l'aise à la télévision, je suppose qu'il aurait dit « mais vous n'allez pas me parler comme ça ». Bizarrement, il n'a pas osé le faire. Et du coup, la façon dont François Mitterrand l'a dominé est apparue clairement et sans contrepartie. Je pense que pour Jacques Chirac, il ne maîtrise pas complètement l'impact qu'il a lui-même sur la télévision, et alors ça lui fait peur. Je pense que s'il pouvait oublier la caméra, il serait peut-être plus naturel, mais il ne peut pas l'oublier. Les hommes politiques sont d'autant moins à l'aise avec la télévision qu'ils ne la connaissent pas et que les enjeux sont plus rudes. Alors, ou qui sont plus inquiets. Je crois que ça se voit beaucoup à la télévision, l'inquiétude, la sérénité, si on a fait le tour de soi-même, si... Bon, la maturité compte beaucoup. Pas oublier qu'au départ, en 95, il avait commencé la campagne dans des circonstances épouvantables pour lui. Et en face d'Édouard Balladur, qui était considéré comme le grand favori. Bon, donc c'est un retour de chez les morts de la part de Jacques Chirac, qui aborde le duel télévisé du second tour, en sachant qu'il avait presque été rejeté et qu'il était devenu le favori. Pour une France plus juste, avec Lionel Jospin. En 95, je crois que j'accepte, parce que j'aime bien Jospin, tout bêtement, que c'est le candidat socialiste, tout bêtement aussi, et qu'il y a une filiation. C'est-à-dire que Jospin, c'est la continuation de Mitterrand, pour moi, dans mon esprit simple. C'est la suite. Tout le problème de Jospin pendant cette campagne, c'était ce qu'on appelait fendre l'armure. C'était une expression qu'avait fait Flores à l'époque, c'est-à-dire qu'il était corseté, Jospin. C'est un homme qui ne se livre pas. Donc il fallait casser l'armure. Il était moins docile, entre guillemets,
que Mitterrand. Il était très tendu. Lionel Jospin est arrivé à 20h04 très précisément. Jacques Chirac un peu plus tard, il était 20h11. Les deux candidats étaient en voiture. Ils sont passés par une porte annexe. Ça s'est passé de façon très simple et très française, hein, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il fallait que les deux, Lionel Jospin, Jacques Chirac, se mettent d'accord sur le nom des journalistes. On sera aussi une démocratie adulte le jour où ce seront les télévisions qui choisiront les journalistes pour le duel présidentiel et pas les candidats. On a un Chirac qui est, j'allais dire, politiquement libéré. Qu'au fond, son obsession en 95, c'était pas de dérapage, pas d'erreur. C'était de se dire, je suis le favori au moment où l'émission commence, il ne s'agit pas de tout gâcher. C'est la seule fois où je l'ai vu, Dieu sait que j'ai fait des émissions avec lui comme avec les autres, mais c'est la seule fois où, dans la demi-heure précédant l'émission, il était seul dans sa loge. Je ne l'ai jamais vu concentré et conscient d'un impact instantané comme il l'était à ce moment-là. Je n'ai bien sûr aucun antagonisme à l'égard de Jacques Chirac, sauf ce qui peut nous séparer des convictions ou des conceptions ou des propositions différentes pour les Français. Je voudrais d'abord dire à M. Jospin que je suis dans le même état d'esprit que lui, naturellement, sur l'intérêt que je porte à ce débat et le respect que j'ai pour sa personne. 95, ça a été un débat sur le fond. Et ça a été un débat entre deux personnes qui n'avaient pas de passion l'un pour l'autre, mais qui, à ce moment-là, n'avaient pas non plus de réserve personnelle l'un par rapport à l'autre. Si je suis élu par les Français, je proposerai cette réforme, car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Ils sont, pour diverses raisons, malheureux. Ils se sentent un peu exclus. C'est un diagnostic que j'ai porté déjà depuis un certain temps et qui se traduit par une fracture sociale qui met en cause la cohésion de notre pays et donc sa force. Ça a été celui qui a été le plus écouté de tous. Hein, et avec, puisqu'on connaît la courbe de l'écoute, avec une attention des Français très, j'allais dire, encourageante d'un point de vue démocratique, parce que c'était un débat qui n'était pas un débat poudre aux yeux, c'était un débat qui n'était pas facile à suivre, et les électeurs l'ont suivi jusqu'au bout. Le sérieux, c'est très bien, et ça sert les deux. C'est-à-dire que ça sert celui qui, en titre, est le probable champion, et en même temps, ça fait de celui dont on disait « oh, il est probablement pas au même niveau », ben, comme il tient pendant toute l'émission, et qu'il tient sérieusement, on dit bah, finalement, il est bien. Donc chaque camp ressort satisfait sans que ça ait probablement déplacé une voix. Voici le choix des Français, le nom et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Lionel Jospin, 48% des suffrages exprimés. À mon avis, Jospin n'avait pas d'autre but dans ce débat de 95 que de faire partie de la cour des grands, de la cour du lycée, où on est entre présidentiables. Il n'y allait pas pour gagner. Il n'y allait pas pour gagner, il y allait pour en faire partie. Hein, je pense que c'est profondément ça. Je ne pense pas qu'il pensait qu'il allait gagner. Il pensait qu'il allait gagner en 2002. Il faut absolument que l'école redevienne un lieu épargné par la violence. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'impunité. Tout acte délictuel, depuis l'incivilité jusqu'à l'acte clairement délictuel, doit comporter une sanction immédiate. Au-delà
Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. On a vécu des drôles de moments à ce moment-là de l'histoire de France, hein, un truc qui est à la fois aberrant que Le Pen soit au second tour, aberrant au sens propre, au-delà de toute raison, enfin au-delà de toute... on ne comprend pas ce qui se passe, enfin, personne ne comprend comment il peut être au second tour. Et en même temps, aberrant, parce qu'on ne respecte pas les règles démocratiques. Il n'y aura pas de duel télévisé entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Une entorse à la coutume républicaine. Pour la première fois depuis 1974, le duel cathodique de l'entre-deux-tours n'aura pas lieu. On a privé les gens d'un débat que tout le monde attendait, c'était Jospin-Chirac, et on les a privés du débat Le Pen-Chirac. Si Jacques Chirac ne s'est pas senti capable d'affronter la superbe éloquence de Jean-Marie Le Pen, parce qu'il faut bien dire que c'est l'homme politique le plus éloquent du moment. Et s'il a eu peur que ça tourne à un désavantage oral, tourne à un désavantage politique, alors pour la France, il a eu raison de refuser. Il y a une grande attente de débat sur le fond, de débat de personnalité, où on sache où est chacun. Les Français y trouvent un intérêt, et la preuve, c'est qu'ils les ont suivis. Je ne vous dis pas 95% des Français, mais les Français qui aiment la politique, qui y croient, ils ont besoin de débat, et je trouve que le débat télévisé s'impose sur des présidentielles. Voilà. Alors, est-ce qu'il sera plus technique ? Est-ce que les gens défendront des mesures? Est-ce qu'ils s'opposeront sur des mesures? Est-ce qu'au contraire ils trouveront des consensus en cours de route? Ça je ne sais pas, mais en tout cas je crois que les Français ont droit au débat présidentiel et qu'à ce titre le genre n'est pas condamné. Avec les deux vanillés, tu fais la... Alors pareil, Serre. Michel, le secours est en rade. Je crois que les gens sont gentils. Bon.